Les autres causes, il y a le colonialisme. J'espère que je suis encore dans le temps, monsieur le modérateur. D'accord. Les autres causes, il y a le colonialisme. La politique coloniale est simple. C'est la politique du diviser pour mieux régner. Quand la colonisation arrive, elle trouve des petites entités politiques organisées. Elle les défait toutes. Mais, à l'intérieur, quand elle s'installe, ces entités commencent à pouvoir les combattre. Raison pour laquelle elle a intérêt, le colonialisme a intérêt à diviser davantage. Ceux qui sont là, ceux qui sont présents. C'est ce qui accentue le tribalisme. Il y a la logique tribale européenne. En Europe, les nations se sont construites avec l'affrontement entre les tribus. Les tribus se sont affrontées entre eux, certaines tribus ont triomphé sur les autres et les ont imposé, s'il faut parler comme le langage cassé, et les ont imposé leur rythme. Alors, les Européens viennent en Afrique avec la même mentalité. Or, en Afrique, les entités politiques qu'ils ont appelées les tribus sont perméables. Je peux quitter ici à Tcham, j'arrive à Douala, je n'ai aucun problème. Je serai considéré à Douala comme un être humain, avec tous mes droits et tous mes devoirs. Or, ce n'était pas le cas en Europe. En Europe, quand tu quittes d'une tribu à une autre, tu es maltraité. Or, c'est avec ces mentalités qu'ils viennent en Afrique. Et ils imposent aux Africains ces mentalités. Et ils utilisent principalement les chocs traditionnels. En Afrique, le choc traditionnel a des qualités divines. C'est le Dieu sur terre. Dans l'ancienne conception. Quand ils arrivent là-bas, ils sentent que les tribus ne doivent pas collaborer entre eux. Ils donnent au chef traditionnel la responsabilité de collecter les impôts. Le chef traditionnel, qui est le garant de son peuple, désormais va obliger ce même peuple à payer les impôts. Ça veut dire qu'il ne sera plus respecté. Ceux qui ont refusé les chefs qui ont refusé de payer les impôts ont payé de leur prix, de leur tête, de leur vie. Au cas où le colonialisme seul ne les a pas tués, le colonialisme a amené les autres tribus pour pouvoir les combattre, ce qui a accentué davantage le tribalisme. Le chef traditionnel était devenu le suppôt du colonialisme. Et le colonialisme leur donnait des gains. Quand il vu celui qui apportait plus d'impôts, on lui payait également plus. Ce qui fait que les chefs traditionnels, avec leurs tribus, sont entrés en compétition. Chacun voulait payer plus. Et puisque chacun voulait payer plus pour avoir plus d'avantages, ça a accentué le tribalisme. Ils s'affrontaient même entre eux pour pouvoir avoir l'aval du colon, pour pouvoir plaire au colon. Si le colon leur demandait d'attaquer leurs voisins, ils pouvaient le faire pour pouvoir avoir le colon. Et en Afrique traditionnelle, le pouvoir du chef est contrôlé. Ici, à l'ouest, par exemple, chez les Bamileke, vous m'excusez encore de parler beaucoup des Bamileke, il y a le groupe des 7, il y a le groupe des notables des 7, il y a le groupe des 9 qui contrôlent le pouvoir du chef pour empêcher au chef d'être tyrannique. Pendant la période coloniale, le colonialisme détruit tous ces mécanismes de contrôle du pouvoir du chef. Même si le groupe des 9 destitue un chef, le colonialisme va le réimposer. Ça veut donc dire que le chef se sent tout puissant. Il peut facilement accentuer le tribalisme comme il entend. Maintenant, nous allons arriver dans... Je ne sais pas s'il faut que j'arrive directement sur les manifestations. Bon, dans tous les cas, je vais arriver sur les manifestations du tribalisme. Nous les connaissons tous. Il y a le refus de mariage interethnique. On refuse d'épouser quelqu'un d'autre tribu. Il y a les difficultés d'officialiser une langue nationale. Chacun dit que c'est sa langue qui va être prônée. Il y a le choix des gouvernants. Puisque, il faut aussi comprendre une chose, c'est que les dirigeants qui prennent le pouvoir à la suite des colons ne se sentent pas légitimes parce qu'ils ont été imposés par les colons pour la plupart. Pour
être légitimes, ils ont besoin de diviser leur peuple pour régner. Ils ont besoin d'accentuer le tribalisme de leur peuple. Donc, le choix des gouvernants, puisqu'ils accentuent le tribalisme, quand ils prennent le pouvoir, ils donnent d'abord les avantages aux gens de leur tribu. Ce qui fait que les autres tribus se battent pour pouvoir avoir ce pouvoir d'État. Ce n'est plus l'homme et ses idées qu'on vote, mais on vote désormais quelqu'un de la tribu. Et ayons le courage de l'avouer, tous, quand nous arrivons à l'isoloir, pour des gens qui sont un peu âgés dans la salle, qui arrivent à l'isoloir, si tu n'es pas assez mature, cette question va toujours te revenir. Entre telle personne qui a un ambitieux programme et qui n'est pas de ma tribu, et entre mon frère tribal, ce choix est souvent difficile. Parce que certains qui ont choisi le programme des autres ont été déçus. Mais c'est justement ce programme qu'il faut choisir. Il faut pousser au pouvoir des hommes qui se soucient du bien-être du pays, quelle que soit leur tribu. Et la tribu doit désormais, d'ailleurs, et c'est mon point de vue, moi je pense même d'abord que la tribu doit mourir pour que naisse la nation. Les deux entités ne peuvent pas cohabiter. Nous avons tenté, Boganda avait parlé des États Unis d'Afrique. Il y a plus de 3000 ennemis en Afrique. S'il faut construire les États-Unis d'Afrique, je crois que ça sera un compromis. Entre la tribu et la nation, quelqu'un doit céder la place à l'autre. Je crois que je ne vais pas abuser de la patience du modérateur. On pourrait retenir plus dans les échanges. Merci. On va beaucoup interpeller sur le parti. Notre parti est un parti panafricaniste. Nous sommes panafricanistes parce que nous voulons construire la nation africaine unitaire. Il a appelé les États-Unis d'Afrique, d'autres appellent la fusion africaine, Boganda a appelé les États-Unis d'Afrique. Mais le panafricanisme, c'est une philosophie qui vise à la construction d'un État africain uni, dont les États meurent pour donner naissance à un grand État africain. Je vais aller à la deuxième, à la troisième, à la quatrième question. Si aujourd'hui il n'y a plus de gouvernement, si aujourd'hui je deviens président, est-ce que je serais capable de diriger le pays? Bien évidemment, si je n'étais pas capable, mes camarades de moi ne pourront pas créer le parti. Et nous ne sommes pas, mes camarades de moi, nous venons de loin. Donc nous avons une grande expérience dans la vie politique, dans la vie sociale. C'est parce que nous avons beaucoup milité dans la société civile. Nous avons beaucoup appris ce régime. Qu'à un certain moment, nous nous sommes dit trop de laxisme, il faut qu'on prenne les devants et il faut qu'on construise une nouvelle nation. Nous allons prendre le pouvoir. C'est une question de temps. Et nous allons construire. Et nous allons construire une grande nation. Nous allons laisser notre pays pour rendre les grandes puissances mondiales. Quand je dis moi, c'est parce que dans notre parti, ce n'est pas moi. Ça peut être moi de même, comme ça peut être une autre personne. Le parti va décider. Mais que ce soit moi, que ce soit une autre personne, quand nous allons prendre le pouvoir, vous verrez. Et maintenant, vous avez parlé des projets. En fait, s'il faut revenir sur nos projets, c'est que ça va prendre toute une conférence. En fait, nous avons pour objectif principal de hisser le Cameroun au rang des grandes puissances mondiales. Donc, nous allons créer une monnaie nationale, une monnaie souveraine. Nous avons appelé ça l'Afro parce que nous nous situons dans le cadre du panafricanisme, comme nous avons dit. Nous avons appelé ça Afro. Au départ, si les autres n'adhèrent pas, nous allons créer la Banque centrale africaine. Nous avons beaucoup de pays qui veulent sortir du CFA. Si une autre personne est sincère, s'il veut allier le discours aux paroles, il nous joint directement et on crée cette banque. Dans tous les cas, dès que nous allons prendre le pouvoir, nous allons mettre sur pied notre monnaie. Nous allons lutter contre le chômage, nous allons mettre fin au chômage au Cameroun. Hier à l'émission, un événement, j'étais encore en train de revenir sur la question. Il est inadmissible que nous soyons en chômage. Au Cameroun, l'essentiel de la population est en chômage et le pays n'est pas construit. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Le pays est vierge, le pays n'est pas construit, mais pourtant, les gens doivent chez eux parce qu'il manque
de travail. Donc, nous allons mettre les gens au travail. Et les grands partis, comme je le disais encore à l'émission dans un événement hier, les grands partis, les grands mouvements sont ceux qui ont réussi à mettre le peuple au chômage. Hitler, malgré la tenue qu'il a prise, Hitler a beaucoup travaillé pour l'Allemagne. Hitler prend le pouvoir en Allemagne, où l'Allemagne se situe dans un marasme. Hitler a réussi à mettre le peuple allemand au chômage. Et nous avons vu ce que l'Allemagne a fait. Au travail. Au travail. Et nous avons vu ce que l'Allemagne a fait. Tout mouvement, tout parti qui parvient à mettre le peuple au travail, c'est du décollage. Et c'est ce que nous allons faire dans notre prise de pouvoir. Donc nous sommes un parti de jeunes. Nous sommes un parti de jeunes, nous sommes un parti déterminé. C'est notre détermination qui fait notre parti. Donc, je profite pour emblayer pour ceux qui souhaitent adhérer au parti. L'adhésion n'est pas difficile. Donc, il suffit juste de voir le premier membre du parti que vous rencontrez. Vous prenez votre fiche d'adhésion, vous remplissez. Les frais d'adhésion, c'est 2 000 francs. Et les frais de la carte du parti, c'est 3 000 francs. Les 2 000 francs, si vous n'avez pas l'argent, une fois, vous pouvez avancer 1 000 francs. Vous prenez d'abord votre adhésion et vous allez finir plus tard. Je vais revenir sur la 5e question. Le tribalisme est l'un des champs les plus fertiles de l'opposition. Elle voulait l'explication. En fait, dans notre scène politique, et plus particulièrement la scène politique camerounaise et les scènes politiques africaines, l'opposition ne brille pas son incapacité. Il faut avoir le courage de le dire, les vrai. On dit souvent, quelqu'un fuit en fonction du danger qui est derrière lui. Si le régime est un parti-État, et qu'il a tous les moyens de l'État, alors l'opposition doit mettre également sur pied des mécanismes pour pouvoir s'arrimer à la vitesse du parti-État de notre pays. Or, la plupart des opposants, ils ne sont pas assez, je ne vais pas dire éloquents, et la plupart d'entre eux se replient dans le tribalisme. Donc, ils utilisent leurs ennemis pour pouvoir avoir quelques militants, je ne sais pas, quelques militants et quelques mairies, quelques députations et autres. Or, le leader qui veut changer ce pays, le leader qui pense qu'il pour pouvoir rivaliser avec le parti au pouvoir, parce que, ayant le courage de l'avouer, le parti au pouvoir est un parti-État. C'est un parti qu'on ne se lève pas un bon matin pour l'affronter n'importe comment. Donc il faut s'élever au-dessus de la nation. Il faut transcender toutes les barrières tribales pour pouvoir relever un jour l'affronter. Donc, c'est pas